Alors, sur l'Afrique, je dirais que c'est le résultat de notre politique, de ce qu'on a fait. Nous payons nos erreurs. D'abord, il faut bien le dire, c'est pas l'Afrique qui nous en veut, c'est nous qui avons mal géré les problèmes africains. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Sur de deux côtés. Euh, mais il y a un point fondamental qu'il faut bien voir au départ. L'Afrique, nous avons connu une Afrique coloniale. À l'époque, on avait colonisé. Puis après, on a eu une Afrique post-coloniale, c'est-à-dire une Afrique qui a pris son indépendance. Dans l'Afrique coloniale, elle était comme elle était, on le sait. Dans l'Afrique post-coloniale, il y avait des gens qui avaient des mouvements politiques, il y avait une évolution, les gens voulaient une véritable indépendance, c'est logique, ils voulaient retrouver l'indépendance, mais ils n'avaient pas toujours les capacités aussi de gérer cette indépendance. Donc il y avait un mélange entre, je dirais, l'Afrique qu'on connaissait d'avant, l'Afrique future, tout ça, ça se mélangeait. C'est ce qu'on a appelé d'une certaine manière la France-Afrique. Bon. Mais c'est fini. C'est fini parce que les jeunes générations africaines qui arrivent au pouvoir, les gens qui ont 30, 40 ans maintenant, ils n'ont pas connu l'époque coloniale, ils ont mal connu l'époque post-coloniale, ça fait quand même 60 ans, donc ils n'ont jamais connu ça. Ils ont été formés, pas seulement en France, mais ça il faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas eu une politique très intelligente au niveau des élites africaines pour les former. Du coup, ils ont été aux États-Unis, ils ont été en Russie, ils ont été à Singapour, ils ont été en Chine. Donc, si vous voulez, il y a la génération des dirigeants africains actuels. Ils sont jeunes, ils n'ont pas connu l'époque qui était la nôtre. Ils ont mal connu même la France-Afrique. Ils l'ont pas connu, ou au moins ils ont gardé un mauvais souvenir de la France-Afrique. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Et nous en face à cette génération nouvelle, on croit qu'on est encore dans la même position qu'avant. Alors c'est fascinant de voir nos présidents de la République aller en Afrique et leur donner des leçons, par exemple. Tous, Alors là, il y en a pas un qui s'est pas loupé là-dessus. Et non seulement il leur donne des leçons, mais il ne les aime pas. C'est très important. Chirac, je me souviens, c'était le premier ministre Jospin qui disait, pour le football, vous voyez, je prends un exemple différent, Chirac disait, on comparait Chirac et Jospin dans le football. Et on disait, Jospin, parce qu'ils aimaient tous les deux le foot, et on disait, Jospin est un remarquable technicien du foot. Il vous expliquait tous les équipes, comment elles jouaient, les dribbles, les passes et tout, formidable. Et les autres disaient, oui, mais Chirac, lui, il aime les joueurs. C'est la grande différence. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Chirac, il adorait il aimait les présidents, il était copain avec les présidents africains, et les présidents africains l'aimaient parce que il savait que lui les aimait. Si vous voulez, il y avait une vraie amitié qui se développait réellement. Depuis, c'est fini. On peut pas dire, vous ne pouvez pas, citez-moi un président africain qui est ami d'un président français. Peut-être un peu le gars de Côte d'Ivoire, et encore. Plus maintenant. Mais le président de Côte d'Ivoire. Mais sinon, on voit bien, on a perdu ce contact, je dirais, amical. On a continué à leur donner des leçons, alors que les pays ont complètement changé. Bon. Et quand vous voyez les militaires, et souvent j'ai l'occasion d'en parler de ça, pourquoi on s'est fait chasser des pays du Sahel? Il y a différentes raisons. Mais la raison principale, c'est que quand ils nous ont appelés pour intervenir au Mali, au Tchad aussi d'ailleurs. Quand ils nous ont appelés, on est arrivé avec des troupes d'intervention, des forces spéciales, qui ont réglé le problème en quelques semaines, ils ont réglé le problème. Normalement, quand on a réglé un problème, on a fait une opération de projection, après on se replie, on repart chez soi. Bon, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Mais un jour, il y a eu quelqu'un qui a dit, mais dans le fond, ce serait plus intelligent et moins coûteux, toujours les gestionnaires, de laisser les gens sur place. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que quand vous venez pour faire une opération pour empêcher des terroristes, par exemple, d'arriver à la capitale, vous faites une intervention, vous faites une libération. Vous libérez les peuples d'un risque. Mais quand vous vous installez, vous devenez une troupe d'occupation. Et vous voyez bien la différence entre une troupe d'occupation. Et ça, ce qui est passé, Barkhane, on avait des gens partout.
on avait quelques milliers de soldats sur une zone qui était près de la taille de l'Europe, quand même, il faut pas l'oublier, avec tous les problèmes que ça pose. On était considéré comme une troupe d'occupation, et pire encore, si vous regardez les communiqués militaires qu'on faisait sur la guerre que nous menions, on faisait la guerre accompagnée par les troupes maliennes, nigérianes ou tchadiennes. Est-ce que vous avez vu dans les journaux français des commentaires sur le nombre de morts tchadiens, nigériens ou maliens, qui a le nombre de morts dans les combats dans lesquels ils se trouvaient en même temps que les Français? Non. On parlait d'un soldat français, de 2, de 3, des malheureux soldats français qui avaient été tués ou blessés. On parlait jamais des autres. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, alors on est quoi, nous? On compte pas. Donc on s'est mis à dos progressivement l'armée locale, on s'est mis à dos les institutions en les traitant de très loin et de très haut, en leur donnant des leçons, et il faut pas s'étonner si on a perdu pied. On a tout fait pour perdre pied. Ce que vous me racontez, c'est de l'ordre du bon sens. Comment ça se fait que les décideurs, comment ça se fait que les hauts fonctionnaires à la tête de l'État n'aient pas cette vision, n'aient pas cette sensibilité, on va dire? Parce que pour avoir une vision de bon sens, il faut descendre dans l'arène. Oui. Si vous ne descendez pas dans l'arène, vous pouvez pas comprendre. Si vous restez au-dessus, si vous planez, le pilote de chasse, je respecte profondément les pilotes de chasse, mais les pilotes de chasse, quand ils sont à 10 000 mètres et qu'ils envoient une roquette en bas sur une cible, ils voient pas les résultats Donc ne leur demandez pas l'impact que ça peut faire. Ils n'en savent rien. Ils font leur boulot, ils sont là-haut, ils tirent et c'est tout. Par contre, si vous êtes au sol, là, vous voyez la réalité. C'est ça le problème. On a perdu pied parce qu'on ne voulait pas avoir... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la rupture du... Vous savez, en France, on le voit bien, on souffre d'une rupture entre les élites et le peuple. On souffre d'une rupture entre les villes, la population des grandes villes, et la population de la France profonde. Souvenez-vous, Édouard Philippe et son 80 km/h. Ou maintenant Madame Runier, Agnès Pannier-Runacher, qui vous dit les pauvres, ils n'ont pas de voiture. C'est effarant. Oser dire ça, c'est effarant. Parce que si elle connaissait un peu autre chose que Paris, si elle allait dans les campagnes, elle verrait que les gens, ils ont 2 voitures, les paysans. Parce qu'il y en a un qui travaille dans une usine ou un truc et l'autre, il travaille à la ferme, mais il a à se déplacer aussi. Il faut les gens, mais quelle voiture ils ont? Ils ont des voitures d'occasion qu'ils ont achetées pas cher parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et on va leur dire,